Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Préparation en vie d'urgence sanitaire dans un monde en évolution. Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Je m'appelle Josette Roussel et j'animerai le webinaire d'aujourd'hui. Je suis responsable de programmes pratiques et politiques infirmières à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. À la fin de ce webinaire, nous allons répondre à vos questions que vous pourrez inscrire à la boîte QR à droite de l'écran. Vous pourrez aussi télécharger votre certificat de participation et de même que la présentation sur votre écran en bas, vous pouvez accéder à ces fichiers. Sans plus tarder, je vous présente Mme Gilles Courtemanche. Madame Courtemanche a débuté sa carrière comme infirmière au service des urgences, puis comme gestionnaire du Centre d'information régional antipoison pendant plus de 20 ans au Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. Elle était responsable de la planification en cas de désastre et faisait partie de 2 groupes clés d'Ottawa qui se concentraient sur l'état de préparation des hôpitaux en cas d'urgence et aussi sur la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire. En 2004, elle a commencé à travailler pour Santé publique Ottawa en faisant la planification de la gestion en cas de pandémie et d'urgence. Son expérience de la crise SRAS et de la tempête du verglas de 1998, de la grande panne d'électricité de 2003 et de la pandémie H1N1 et bien d'autres urgences à Ottawa font d'elle une experte du domaine d'urgence afin d'améliorer la résilience des populations vulnérables au cours de périodes où le risque ne cesse d'accroître. Alors, je vous laisse la parole, Mme Courtemanche. Bonjour. Après presque 50 ans de pratique comme infirmière, j'ai obtenu une perspective des risques et notre résilience en Canada et dans les dernières années, je suis devenue un peu anxieuse. Dans notre monde où les risques ne cessent de se manifester en même temps que s'accroît la population vulnérable, les infirmières et infirmiers sont responsables de 2 volets, soit de sensibiliser le public et leurs clients de promouvoir la résilience, puis de s'assurer de pouvoir vaquer à leurs fonctions infirmières, même dans l'éventualité d'un désastre. Le premier est peut-être le plus exigeant des fardeaux et de surmonter la complaisance des Canadiens envers les désastres. Prenons en exemple les résidents de la Floride, bien au fait des risques, qui non seulement disposent d'apprivoisement à portée de main pour protéger leurs biens, mais qui prennent aussi soin d'eux-mêmes et connaissent les routines d'évacuation et les endroits où s'abriter. Toutefois, si on demande à un groupe d'infirmières ou infirmiers canadiens combien ont au moins un réservoir d'essence à demi-pleine et une réserve de médicaments pour 2 semaines, les probabilités sont minces pour qu'ils répondent par l'affirmative. La vérité est telle que le gouvernement ordonnerait aux Canadiens de se débrouiller seuls pendant 36 heures, pouvant aller en fait jusqu'à 72 heures. Très récemment, nous avons été témoins d'une ville entière évacuée en raison d'un feu de forêt qui a continué de faire ravage pendant 1 an. Les satellites indiquent que la fumée est restée piégée dans la stratosphère et s'est répandue vers l'est, où elle était des mois plus tard responsable d'un avis sanitaire grave sur la qualité de l'air sur la côte nord-est américaine. C'était la sécheresse causée par des vagues de chaleur qui est à l'origine du feu. En Californie, un des plus importants feux a ravagé la grande région des vins, a tué 43 personnes et détruit des milliers de domiciles.
Des feux ont également dévasté l'Oregon et la Colombie-Britannique, pendant que la côte est de l'Atlantique Nord a connu des terribles tempêtes et ouragans. Les inondations de Nouveau-Brunswick ce printemps étaient historiques. À ce moment, le risque de feu pour l'ouest du Canada est extrême, en même temps que la Terre-Neuve aujourd'hui a reçu 30 cm de neige. La tuberculose, qui est pratiquement disparue, a refait surface comme étant résistant aux médicaments, puis résistant à une multitude de médicaments, et maintenant complètement résistant. Je vais passer un peu de temps à expliquer le risque parce que c'est vital si nous voulons motiver les gens à passer à l'acte. Une part de la difficulté est probablement que pour le pire risque, certains dirigeants contestent le fait que la température extrême est causée par le changement climatique. Cette contestation fait obstacle aux efforts d'atténuation, comme la limitation des émissions. Non seulement les graves intempéries ont des conséquences sur les déplacements et causent des pannes d'électricité, mais elles nuisent aussi à la qualité de l'air. Une part de le risque aujourd'hui d'une pandémie est accentué par les voyageurs mondiaux. Le MERS-CoV est arrivé en la Corée du Sud et a infecté 140 personnes avant que personne ne le réalise. En ce qui concerne l'infrastructure, Ottawa connaît plus de 350 ruptures de conduite d'eau par année, dont l'une a qui failli priver 100 000 résidents d'eau. Cette situation a pu être prévenue en limitant de façon excessive l'utilisation de l'eau, y compris en fermant des piscines, des lavatoires et des bornes d'incendie pour des semaines pendant les réparations. Le problème avec le terrorisme est que les événements les plus récents sont ceux qui restent en mémoire. Ainsi, les réactions appropriées aux menaces du passé sont oubliées, mais le risque reste. Aujourd'hui, les gens craignent la violence. Une récente attaque au gaz neurotoxique en Grande-Bretagne nous met à garde contre l'oubli de ces attaques. Le cyberterrorisme est une des grandes menaces actuelles qui pourrait mettre un frein à la société. Un expert du gouvernement fédéral a déjà dit que les sociétés ou les organisations qui clament n'avoir jamais été l'objet de piratage sont celles qui ne réalisent pas qu'elles l'ont été. Les infirmières et infirmiers connaissent tous la résistance aux antibiotiques et aussi les infections nosocomiales. On sait parce qu'une grande partie de l'argent est générée par les médicaments qui traitent les maladies chroniques que les sociétés pharmaceutiques ne disposent pas des incitatifs pour entreprendre la longue route pour élaborer de nouveaux médicaments. Les patients exigent encore des médecins de leur prescrire des antibiotiques pour traiter des infections mineures ou des virus. Ça arrive presque chaque semaine en Ontario qu'il y a des hôpitaux qui sont obligés de fermer leurs urgences à cause d'un manque de lits. Récemment, un petit bébé était envoyé à l'hôpital par son médecin pour être mis à cause d'une infection respiratoire sévère. Il était renvoyé à la maison à cause d'un manque de lits
et il est trouvé mort pendant la nuit par sa mère. Il y a 50 ans, les ordinateurs, les réseaux et les téléphones cellulaires n'existaient pas. Les patients n'étaient certainement pas maintenus à domicile par des respirateurs et des traitements comme la dialyse à domicile. Cette dépendance aux appareils électroniques signifie un risque énorme lorsque tous les autres risques découlent d'une panne d'électricité. Lors de l'ouragan Sandy, les réseaux Internet et du téléphone cellulaire ont fait défaut en raison d'une surcharge du système. Les résidents qui ont reçu l'ordre de rester à la maison tentaient tous d'avoir accès au réseau, y compris les enfants qui avaient congé de l'école. Lors de la fusillade à l'École polytechnique de Montréal, le système est aussi tombé en panne en raison de la surutilisation de réseaux de téléphone cellulaire par les parents et les étudiants, tentant de communiquer entre eux en même temps. Les cabines téléphoniques, quant à elles, sont choses du passé. Il y a aussi des facteurs intrinsèques qui augmentent la vulnérabilité. Au Canada, les personnes âgées forment maintenant la majorité de la population, avec des besoins de santé et des dépendances de plus en plus importants. Le AIIC prend les soins et le vieillissement à domicile dans le nouvel accord sur la santé provinciale et fédérale pour atténuer la pression sur les hôpitaux. Les gens sont mieux à la maison, mais les ressources nécessaires doivent être allouées. On sait que les paramédics et les infirmières peuvent sauver les hôpitaux, mais ce n'est pas le cas encore. À l'ouverture de centres hospitaliers pour enfants de l'Est de l'Ontario, quelques bébés ont passé quelques années à l'unité de soins intensifs connectés à des respirateurs. Aujourd'hui, adultes, ils vivent toujours connectés aux respirateurs, mais au sein de la communauté. Pensons à la tempête de verglas à Toronto en 2013, où 100 000 résidents n'avaient pas d'électricité pendant 2 semaines à des températures de moins 10 à moins 20. Les déplacements étaient dangereux et les personnes handicapées vivant dans les tours d'habitation sans accès aux ascenseurs étaient piégées. À Ottawa, un jeune de 18 ans souffrant de paralysie cérébrale grave vivait au 17e étage d'un logement communautaire, prisonnier de son fauteuil roulant. Lorsque j'ai tenté d'intervenir en son nom, on m'a dit qu'il y avait 1000 cas de ce genre avant lui, ayant un besoin semblable de logement accessible. Je combine la santé mentale et les dépendances car le manque d'accès à un traitement pour des deux sont certaines des causes majeures d'une dépendance. L'accès aux cliniques pour douleurs chroniques est presque inexistant et les personnes atteintes de maladies mentales attendent souvent jusqu'à 1 an avant d'obtenir un traitement. Il y a plus d'anciens combattants américains qui se suicidaient que de soldats qui sont morts dans les guerres de Golfe et en Afghanistan. La majorité des aînés dans les collectivités, ainsi que la prédominance des familles nucléaires ou monoparentales et la vague d'immigration de réfugiés ou de demandeurs d'asile, signifient qu'un niveau élevé de résidents vivent isolément. De nombreux nouveaux arrivants, surtout ceux sans enfants,
prennent beaucoup de temps à s'intégrer à la communauté. Il est extrêmement difficile de communiquer avec eux en période d'urgence, surtout lorsqu'il n'y a pas d'électricité. Comme ce groupe représente aussi un pourcentage élevé de pauvreté, ils sont plus susceptibles de ne pas avoir de moyens de transport ni de ressources en cas d'urgence. Dans la vague de chaleur en Chicago en 1995, on a trouvé plus de 700 personnes mortes au centre-ville parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des centres d'évacuation. Finalement, l'autre groupe est composé de la plupart d'entre nous qui n'avaient aucune expérience en cas d'urgence et n'avaient probablement aucune ressource ou ne réagiront pas adéquatement. Notre gouvernement fédéral a entrepris de former tous ses employés sur la façon de réagir à une menace de violence, réalisant qu'ils n'ont aucune connaissance de cette menace. Au Canada, nous n'avons pas les ressources et les bénévoles en cas d'urgence dont disposent les États-Unis, comme Homeland Security, National Guard et des groupes religieux qui réagissent en cas d'urgence. Les infirmières et infirmiers qui travaillent dans la communauté en soins à domicile, dans les cliniques communautaires, dans les écoles, dans les hôpitaux, en soins cliniques et en résidence de soins de longue durée sont bien placés pour prendre des mesures concrètes afin de promouvoir la résilience, surtout parmi les populations vulnérables. Ils seront en mesure de déterminer les risques pour une patient, surtout les infirmières et infirmiers dans la communauté ou en donnant congé à un patient de l'hôpital. Ils connaissent habituellement bien leurs patients qui leur veulent toute leur confiance de façon à ce qu'ils puissent fournir l'éducation sur la façon de se préparer en cas d'urgence. Nous vous donnerons des suggestions sur la façon de préparer vos patients et pour atténuer le risque. Finalement, les infirmières et infirmiers, comme professionnels respectés, doivent faire les défenseurs de la reconnaissance des risques auxquels nous faisons face comme communauté et de l'atténuation de ces risques. La plupart des Canadiens ignorent le risque sur le plan local. Par exemple, Ottawa se classe en 3e place au Canada quant au risque de séisme après la Colombie-Britannique et la vallée de Saguenay. Mais ces risques sont amplifiés en raison de l'ignorance locale. Nos codes de bâtiments locaux n'ont pas tenu compte des séismes jusqu'à dans les années 1980. Une des raisons pour lesquelles l'hôpital qui est le centre de trauma d'Ottawa, dont la construction a débuté en 1924, est en train d'être reconstruit dans une autre location. Une grande partie de la ville repose sur l'argile de Leyda, qui prend la consistance d'une soupe pendant un séisme. La population n'a aucune idée des mesures à prendre pendant un séisme. La dernière fois que nous avons ressenti des secousses, tout le monde a évacué, ce qui n'était pas la réaction appropriée. Les connaissances des risques personnels comprennent le fait d'être conscient des besoins médicaux et en matière de soutien et la prévision de mesures de sauvegarde. Le système de jumelage est une bonne stratégie pour s'assurer que les personnes isolées savent ce qui se passe, où aller et comment s'y rendre. La meilleure défense contre les urgences, c'est de sensibiliser la population et surtout les vulnérables aux risques et les préparations à prendre. La mesure de défense contre les urgences, c'est de
Pendant un panne d'électricité, les aliments périssables demeurent salubres pendant 4 heures, en gardant la porte de réfrigérateur fermée autant que possible. Après cette durée, les aliments à risque élevé ne peuvent être considérés comme étant salubres et devraient être jetés. Au congélateur, les aliments demeurent salubres pendant 24 heures si la porte demeure fermée. Les aliments doivent être consommés immédiatement lorsqu'ils sont complètement dégelés. Il est important de disposer des aliments en toute salubrité. Pendant la tornade Goderich en Ontario, des aliments jetés de façon inappropriée ont engendré une infestation de rats. Il est à noter que pendant les pannes d'électricité, les épiceries ne seront pas ouvertes, même si elles le veulent. Les compagnies d'assurance considèrent qu'il est trop risqué de demeurer ouvertes sans système de sécurité et sans réfrigération. Il en est de même pour les pharmacies. Une attention spéciale devrait être accordée à la prise de mesures pour garantir que les médicaments ou les régimes spéciaux qui nécessitent une réfrigération soient maintenus à la température nécessaire, par exemple dans une glacière ou en ayant des sacs de glace dans le congélateur. Dans notre culture de dépendance aux antibiotiques, les hôpitaux combattent une culture où l'asepsie a chuté et la communauté est la même. Nous avons souligné comment les maladies se transmettent à la fois de façon entérique et respiratoire et les mesures de précaution à prendre. Les connaissances des risques personnels comprennent le fait d'être conscient des besoins médicaux et en matière de soutien et la prévision des mesures de sauvegarde. Ici, c'est la liste des choses dont vous avez besoin dans votre trousse d'urgence. Pour aliments en conserve, barres d'énergétique et aliments sèches. Et remplacer une fois au moins par année d'eau, ouvre-boîte manuelle, c'est bien important, lampe de poche manuelle, ével ou à pile, radio à manuel ou à pile, et pile supplémentaire pour les pannes d'électricité de longue durée, trousse de premiers soins, clés supplémentaires de la maison et du véhicule, argent comptant, chèque de voyage et monnaie. Les cartes de crédit ne fonctionnent pas dans un panne d'électricité. En plus d'une trousse de premiers soins, on doit s'assurer que les besoins de santé seront Ne pas oublier l'importance des animaux, surtout pour les personnes âgées ou isolées. Un bon nombre des 3000 personnes et plus qui ont perdu la vie pendant l'ouragan Katrina sont décédées parce qu'elles refusent d'évacuer sans leur animal. Il semble que lorsqu'il ne vous reste plus rien dans la vie, votre animal devient encore plus important. Pour ceux qui possèdent un animal de compagnie, ne pas oublier sa nourriture ainsi que son identification et, si possible, ses antécédents d'immunisation. Dites aux gens que leur animal peut être évacué, mais qu'on doit les préparer. Il est toujours bien avisé d'avoir des copies de documents importants dans votre trousse d'urgence, mais cette mesure comporte des risques. D'abord, en plaçant ces documents dans votre trousse d'urgence à la maison, vous n'en disposerez pas lorsque un désastre survit et que vous
ne pouvez retourner à la maison. Ensuite, il y a risque de vol d'identité si votre trousse est volée dans un centre d'évacuation vers pompiers. La solution abordable est de scanner vos documents et de les sauvegarder sur une clé USB protégée par un mot de passe, puis garder ou même sur le cloud. Puis gardez la clé sur vous en tout temps pour pouvoir en disposer, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez en utiliser un à la bibliothèque ou à un autre établissement. Avoir un plan de rechange pour les fauteuils roulants électriques pendant un panne d'électricité, surtout pour les édifices sans générateur. En plus d'une trousse de premiers soins, on doit s'assurer que les besoins de santé sont comblés. Une personne souffrant de diabète devrait être en mesure d'évaluer sa glycémie et d'avoir une source de glucose et de glucagone, surtout en période de stress ou lorsque les repas sont consommés à des heures inhabituelles. Un thermomètre est utile afin de pouvoir détecter si un enfant est vraiment malade et a besoin d'assistance médicale. Un approvisionnement de médicaments pour 2 semaines est aussi fort utile. Tout doit être sécurisé au moyen d'un cadenas, préférablement avec une combinaison et un numéro au dos pour garder le contenu hors de la portée des enfants. Des médicaments pour 2 semaines est aussi fort utile. Tout doit être... Oh, excuse-moi, j'ai déjà dit ça. Les lignes terrestres sont le moyen de communication le plus fiable, puisqu'elles ne nécessitent pas d'électricité. Écoutez la radio fonctionnant à pile dans l'éventualité d'une panne d'électricité pour entendre les messages importants sur les risques, sur l'endroit où s'abriter et sur les mesures de sécurité. Si l'Internet est disponible, fournissez au client l'adresse Internet locale pour des mises à jour locales, des alertes et les renseignements sur la santé. Composez 911 en cas d'urgence seulement. Apprenez les numéros de téléphone non urgents de postes de police et de services des incendies pour les situations non menaçantes pour la vie. J'espère que ce webinaire vous sera utile et vous a offert la motivation de vous préparer à toute éventualité. Être prête en tant qu'infirmière ou infirmier à intervenir lorsque nécessaire signifie que vous disposez d'un plan personnel pour votre famille de façon à être prête à intervenir librement en sachant que les vôtres sont en sécurité. Et maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Merci, Mme Courtemanche. Alors, j'invite les participants à mettre leurs questions dans la boîte QR qui est à la droite de votre écran. Et nous avons reçu des questions à l'avance. La première question d'un des participants, c'est de connaître les priorités du gouvernement du Canada en ce qui a trait au changement climatique. Alors, Mme Courtemanche, est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet? Oui, et même le nom d'Environnement Canada est maintenant Environnement et Changement climatique Canada. Merci, Mme Courtemanche. Alors, une autre question sur le sujet de connaître un peu plus qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le jumelage. Peut-être l'expliquer plus en détail en ce qui a trait aux préparations en cas d'urgence. Oui, pour augmenter la résilience dans les vulnérables, c'est quand les membres d'un groupe, par exemple un quartier ou membre d'une église,
offre d'aider les personnes de groupe qui sont vulnérables. Il devient partenaire avec quelqu'un et leur aide avec les préparations. Ainsi aussi, pendant une urgence, ils vont communiquer avec la personne pour l'aider en donnant de l'information et peut-être en fournissant de l'aide comme un moyen de transport. Merci, Madame Courtemanche. Alors, c'est toutes les questions que l'on a reçues. Je vous invite à participer au sondage. Ce sont 2 questions qui nous aident à mieux comprendre les besoins des participants et comment vous allez utiliser ces informations-là. Alors, juste quelques secondes. Alors, si vous avez d'autres questions, souvenez-vous, vous pouvez rejoindre Mme Courtemanche à son courriel. C'est une experte en situation d'urgence. J'espère que ce webinaire vous a été très utile. Et puis, vous pouvez accéder aux enregistrements des webinaires sur sur la chaîne YouTube, sur notre onglet AIC, Progrès de la pratique, la série des webinaires. Nous avons notre congrès annuel, le congrès annuel de biennale de l'AIC, se déroulera à Ottawa du 18 au 20 juin. Je vous invite à vous enregistrer et vous inscrire. Il y aura de nombreuses présentations. Ce sera très intéressant. Alors, je vous remercie et bonne fin de journée.